Alors, bienvenue. On va se pencher sur un sujet assez costaud. Imaginez un peu, il faut gérer des centaines, peut-être même des milliers de machines virtuelles. Pour beaucoup d'entreprises, c'est le quotidien. Et franchement, c'est un véritable casse-tête. On parle de performance, de gestion, mais surtout de sécurité. Du coup, la grande question, c'est celle-là. Comment on fait pour orchestrer tout ce balai numérique sans que ça parte dans tous les sens? Comment être sûr que chaque machine virtuelle reste bien dans sa bulle, isolée, performante et surtout protégée des menaces? Eh bien, c'est exactement le genre de défi que des plateformes comme Red Hat Virtualisation sont conçues pour relever. Et justement, la solution qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est Red Hat Virtualization, ou RHV pour les intimes. C'est une plateforme pensée pour les environnements qui ne pardonnent pas, les plus exigeants. Et elle n'est pas construite sur du sable, non. Son socle, c'est du solide, Red Hat Enterprise Linux. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Mais avant de parler des couches de sécurité, des forteresses et tout ça, il faut d'abord qu'on soit bien clair sur ce qu'est Red Hat Virtualization. C'est quoi concrètement? Alors attention, ce n'est pas juste un logiciel pour lancer des machines virtuelles. Pas du tout. RHV, c'est une solution de gestion complète. Elle s'occupe de A à Z du cycle de vie d'une machine virtuelle. De sa naissance, donc sa création, à sa configuration, sa maintenance, sa migration, jusqu'à sa mise à la retraite. C'est un vrai centre de commandement pour tout l'univers virtuel. Bon, pour vraiment comprendre comment ça marche, le secret, c'est de regarder l'architecture. Et vous allez voir, c'est plutôt malin, car tout repose en fait sur trois grands piliers. Et les voilà, nos trois piliers. D'abord, on a le gestionnaire, c'est un peu le cerveau de toute l'opération. Ensuite, il y a les hôtes, eux, ce sont les muscles, ceux qui font le travail. Et enfin, le stockage partagé, qu'on pourrait voir comme la mémoire collective qui relaie tout le monde. C'est vraiment cette structure qui donne à la plateforme toute sa flexibilité et sa robustesse. Alors, le gestionnaire ou le manager, comme on l'appelle souvent, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est lui qui donne le là. Les administrateurs passent par son interface graphique ou son API pour tout piloter. Et d'ailleurs, petite anecdote intéressante, très souvent, ce manager est lui-même une machine virtuelle qui tourne en haute disponibilité à l'intérieur du système qu'il est en train de gérer. Plutôt malin, non? Ensuite, on a les hôtes. Eux, ce sont les bêtes de somme. Concrètement, ce sont les serveurs physiques qui mettent à disposition la puissance de calcul. Sur chaque hôte, on trouve l'hyperviseur KVM, qui est directement intégré au noyau Linux, et aussi un petit agent appelé VDSM. Ce VDSM, c'est un peu le messager. Il discute en permanence avec le manager pour recevoir des ordres et lui dire ce qui se passe. Et enfin, le troisième pilier, le stockage partagé. Et celui-là, il est mais absolument crucial. Pourquoi? Parce qu'en mettant tous les disques des machines virtuelles au même endroit, un endroit accessible par tous les hôtes, ça débloque des fonctionnalités incroyables. La plus connue, c'est la migration à chaud, la capacité de déplacer une VM qui tourne d'un serveur physique à un autre sans la moindre coupure. C'est juste la base de la haute disponibilité. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, on va zoomer un peu. On va soulever le capot d'un hôte et regarder ce qui se passe à l'intérieur pour vraiment comprendre comment une machine virtuelle, comment elle prend vie. Alors ça, c'est un concept absolument fondamental, il faut bien le retenir. Pour le système d'exploitation de l'hôte, une machine virtuelle, ce n'est rien de magique ou de mystérieux. Non, c'est juste un processus Linux, comme un autre, au même titre qu'un navigateur web ou un traitement de texte. Et c'est cette intégration super profonde qui est la clé de tout, autant pour la performance que pour la sécurité. Alors comment ça marche en pratique? En fait, c'est un travail d'équipe entre trois composants. Numéro 1, le noyau Linux lui-même. C'est lui l'hyperviseur. Numéro 2, le module KVM. C'est comme un plugin qui vient se brancher sur le noyau pour lui donner les super pouvoirs de la virtualisation. Et numéro 3, QEMU. C'est un processus qui va lui jouer le rôle d'imitateur. Il émule tout le matériel dont la VM a besoin. Une carte réseau, un disque, une carte graphique. C'est ce trio de choc qui fait tourner la boutique. Ok, l'architecture est claire. On peut maintenant s'attaquer au plat de résistance, au cœur du sujet, la sécurité. Et là, il faut bien comprendre que dans RHV, la sécurité, ce n'est pas une option qu'on ajoute à la fin. Non, c'est vraiment tissé dans l'ADN même du système, à chaque étape de la conception. Pour bien piger leur approche, le mieux, c'est de penser en mode menace contre objectif. Prenons un exemple concret. La menace, c'est le cauchemar de tout admin. Un malware dans une machine virtuelle qui arrive à s'échapper pour aller attaquer soit l'autre, soit une autre VM voisine. Face à ça, l'objectif de sécurité est limpide. Le système doit garantir sa propre intégrité et maintenir une isolation, mais vraiment totale, entre chaque machine virtuelle. Et cette citation, elle vient tout droit de la doc de sécurité officielle, et franchement, elle résume tout. C'est ça la philosophie.
L'exigence numéro 1, le truc non négociable, c'est d'être capable d'imposer une séparation. Une séparation hermétique. C'est le point de départ de toute la réflexion sur la sécurité. D'accord, mais en pratique, comment on impose cette séparation? Eh bien, par plusieurs mécanismes. Déjà, on l'a vu, chaque VM est un processus Linux à part entière. Ensuite, un point super important. La mémoire est toujours remise à zéro avant d'être donnée à une nouvelle VM. Pas question de laisser traîner des vieilles données. Et surtout, par défaut, le partage de données entre les VM est interdit. C'est non. Si on en a besoin, un admin doit l'activer volontairement. C'est l'illustration parfaite du principe de sécurité par défaut. Et cette isolation de base, elle est renforcée par toute une série de couches de défense, comme les peaux d'un oignon. On a CLinux, qui colle une étiquette de sécurité unique sur chaque VM et ses fichiers. On a l'isolation matérielle grâce à l'IMMU, qui permet de dire cette carte réseau, elle n'appartient qu'à cette VM et à personne d'autre. Il y a aussi les C-groupes, qui limitent les ressources qu'une VM peut consommer. Et pour finir, des protections directement sur l'hôte lui-même. C'est vraiment ça, une forteresse multicouche. Bon, on a vu pas mal de détails techniques. Mais au fond, pourquoi c'est si important? À la fin de la journée, qu'est-ce que tout ça change? En fait, ce tableau, il résume parfaitement l'idée. La sécurité, ce n'est pas juste un cadenas sur la porte. C'est une caractéristique qui émerge de l'ensemble du système. Chaque couche, de la grande architecture jusqu'au processeur, joue son propre rôle dans la sécurité et vient compléter les autres. C'est cette superposition, cette redondance qui rend le tout vraiment, vraiment solide. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La sécurité, ce n'est pas une simple feature, une case à cocher dans une liste. C'est le fruit d'une conception pensée, réfléchie, une philosophie qui imprègne chaque décision d'architecture. C'est toute la différence entre un mur qu'on construit à la va-vite autour d'une maison et une véritable forteresse pensée dès le premier jour pour être imprenable. Et tout ça, finalement, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Notre monde est de plus en plus virtuel. Tout repose sur ces infrastructures. Alors, comment on fait pour avoir confiance? La seule vraie réponse, c'est d'avoir des systèmes où la sécurité n'est pas une option, mais le principe de base, la fondation. La question, c'est de savoir si on prend toujours cette voie-là. Et ça reste une question ouverte.